Bon, ben bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode des machines. David qui est là avec Maxime, puis Mathieu Pain. Mathieu, on dit-tu pain ou pin? On dit pain. Okay. Maxime, tu veux-tu faire ta joke au niveau de la pin? Ouais, c'est quoi la différence entre un lapin et une lapine? Lapine. C'est la première chose qu'il a dit. Voulez-vous que je montre, avant qu'on parle de ça, je vous compte ma semaine. Okay, cette semaine, ça a été la vie d'un entrepreneur. Moi, j'en ai une bonne à compter, mais en tout cas, cette semaine, ça a été rock'n'roll. Première affaire, je me lève un lundi matin, regarde mon truck, un Sprinter, un Mercedes Sprinter, puis j'ai fait de modifier pour pouvoir installer des banquettes arrière, fait qu'il faut des fenêtres en arrière. Fait qu'il y a un cabochon qui est venu arracher la fenêtre pour voir s'il y avait du stock en dedans à voler, puis finalement, il n'y avait rien. Fait qu'il a collé sa fenêtre à terre, puis il est parti. Fait que je regarde ça, puis mon char rentre au garage le lendemain. Fait que je vais essayer de réparer ça. Fait que je dis, elle se réouvre plus. Fait que j'ai mis du caulking, puis je collé la fenêtre là-dedans. C'est fini, elle rouvre plus. Fait qu'il ne peut plus la rouvrir, ma fenêtre. Fait que, en tout cas, c'est bien fait. Puis je vais voir un voisin qui est en train de réparer sa fenêtre lui aussi. J'ai dit, tu fais péter ta fenêtre toi aussi? Il dit, ouais, tabarnak. Il dit, là, mais là, je mets des plywood dans les fenêtres. Fait qu'il n'y aura plus de trouble de se faire défoncer, ça, c'est sûr. Problème réglé. Un tube de caulking. Tube de caulking. Je suis allé mais pour faire du pouce là-dessus, David. Bonne fête, David. Si ça vient de ma fête bientôt. Ah, puis il est 10h13. 10h14. Le 13, c'est notre fête. Bonne fête, David. Bonne fête, Maxime. Bonne fête. Je t'avais promis que je te faisais un petit cadeau. On va faire du unboxing ensemble ici. Ah, ouais, hein? Ouais. T'es pas sérieux? Ouais. Dans un paquet style Noël. Ah, tu fais du regiving. Regiving. Ouais, voilà. Maxime. Là, il y a un historique à ce cadeau-là. Tu peux le montrer aux gens, David. Les gens vont être excités. Hey! Je l'ai vu dans ta voiture. Je sais, mais j'en ai Tu n'as acheté un! J'en ai besoin d'un autre. Tu as-tu pris chez Addison? Ben oui. Écoutez bien l'histoire. Mon frère, il est de même, mais c'est pas acheteur compulsif. Passe-moi ça. Ça, ici, là, c'est la SUS, la Mammouth Mount. La plus grosse SUS qui existe pour mettre un téléphone cellulaire dans un windshield. C'est assez un seul piste. Il rentre dans mon char le fois qu'il dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ben écoute, j'ai pogné ça chez Addison. Addison est selon moi, un des meilleurs commerces qui existent à Montréal. Connais-tu Addison? Non. Magasin électronique. Service impeccable, le monde connaisse tout là-bas. Tu vas là, tu demandes à quelqu'un quelque chose. Électronique, caméra, ils connaissent tout. Fait que je vois tout le temps là, moi. C'est un genre un gros Canadian Tire, mais genre... hier, je suis chez Canadian Tire en passant hier soir. Je m'en vais au comptoir de peinture. Je dis au gars, il faut un primer pour primer des escaliers. Mais j'ai dit un primer, là. Il dit, attends un peu, j'appelle le gars de peinture. J'ai dit, dis que c'est urgent. Non, je dirais pas que c'est urgent. J'ai dit, dis que c'est urgent. Il dit, non, il est occupé avec d'autres clients. Tu vas, il dit qu'il était en tabarnak, le gars. Il est parti. Puis le gars est arrivé 2 secondes plus tard. J'ai dit, écoute, j'ai dit que c'était urgent. Puis il était vraiment en tabarnak, que le gars riait à la caisse. Fait que, ça fait que bonne fête, David. Merci. Ça. Merci, j'apprécie beaucoup. Fait que ça, c'est ma deuxième chose que j'ai faite cette semaine en immobilier et autre chose. Je suis très content. L'autre chose qui m'est arrivé, j'avais un chantier. Je fais 2 nouveaux logements dans un immeuble cette semaine. Puis j'envoie mes ouvriers là. Puis des fois, ils consomment un peu du pot. Puis ça paraît. Fait qu'ils ont commencé à finir de démolir le sol. Il restait 2 murs enlevés, mais j'ai un Colombien qui travaille pour moi. Il coupait tous les fils qui traînaient aussi. Fait que j'ai un de mes logements. Le locataire m'appelle un soir. Il n'y a plus d'électricité dans le logement. Comment il n'y a plus d'électricité dans le logement? Il n'y a pas de fait de travaux électriques dans l'immeuble, là. Mais Christy avait coupé les fils. Fait que c'est une job de 1000$ à repasser un fil puis essayer de retrouver où est-ce que ça avait coupé la patente. Ouais. Mais tu vas avoir besoin d'une gestion un peu plus rigide de ces chantiers-là, Maxime, ça marche pas, là. Mais attends un peu, un matin, j'arrive sur un chantier. J'ai acheté des poignées de porte. De même. Mathieu, je t'amène une poignée comme ça dans une boîte. Mm-hmm. Est-ce que tu la portes? Est-ce que tu la poses la porte d'entrée de ta maison? Ben non. Non, hein? Ça marche pas. Ben, Chris, j'ai des portes coupe-feu en bois. J'explique à mes ouvriers, là, j'ai mis un deadbolt. Ça va être une poignée qu'on appelle dummy, une fausse poignée, là, esthétique qui est là, parce que c'est comme des corridors intérieurs. Mais j'arrive, j'apporte une boîte toujours avec des becs de canne, des portes. De même. Fait que ça donne que je m'en vais, puis je reviens par hasard 5 minutes plus tard, puis là, je vois qu'il est installé avec la drill, ici, puis l'emporte-pièce, sur le bord de par ça. Ça fait là, tu sais. Ben, j'installe tes poignées. C'est une porte de salle de bain, tu vas pas m'installer sur la porte d'entrée. Le locataire va rentrer avec son tournevis.
OK. En tout cas, là, il y a de quoi qui se passe. Il faut que j'analyse ça. Plus serré. Fait que ça a été une partie de ma semaine. Belle semaine. Il y a sûrement 1000 autres histoires là-dedans. Ouais. Mais là, c'était pas mal pour moi cette semaine. Mais je pars demain en vélo. Je descends de Montréal à Rivière-du-Loup en vélo, 500 km, avec mon autre frère pour un pèlerinage pour mes 46 ans, puis aller rejoindre ma blonde qui a une course là-bas. Fait que ça va être une aventure aussi, parce que notre grand frère, c'est pas un athlétique comme nous autres. Mais là, il a pris ça au sérieux. Il s'est entraîné. J'ai passé un de mes vélos de gravel. On devrait être correct. On va devoir. 500 km, c'est une distance quand même. Ouais. Cool. On va sauter dans le sujet. Dans les faits, on a décidé de parler avec Mathieu aujourd'hui. Mathieu, on est des connaissances de quand même relativement longue date. Puis Mathieu s'est joint à nous au niveau de l'équipe comme en titre de gestionnaire d'équipe. Puis on veut un peu expliquer premièrement c'est quoi ton background, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené là, puis c'est quoi l'utilité d'avoir un gestionnaire d'équipe, parce qu'évidemment, tu sais, on en parlera peut-être dans un autre épisode, il y a quand même beaucoup de solitude chez les courtiers, c'est jamais évident c'est un travail qui est très demandant, que souvent quand tu es tout seul, tu célèbres tes victoires puis tes défaites seul. En équipe, ça aplanit tout ça, ça facilite tout ça, mais même au sein d'une équipe, il peut y avoir des sentiments de solitude qui s'installent aussi. Fait que, écoute, premièrement, Mathieu ne vient pas du milieu d'immobilier. Il connaît l'immobilier comme investisseur, mais il ne connaît pas le milieu d'immobilier dans le day-to-day. Fait que pour lui, c'est de commencer à maîtriser l'immobilier, à comprendre un peu c'est à propos de quoi. Fait que, c'est ça, parle-nous de toi, d'où tu viens, c'est quoi ton background, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'immobilier? Déjà, je réfléchissais à ça la dernière fois, je pense que c'était 2018, on s'est rencontrés. Je pense que oui. C'était une soirée, et je me rappelle plus la raison de la soirée. Tu te rappelles plus de la soirée? On se rappelle de la soirée, mais on avait rencontré l'humoriste Absolument, français, c'était chez Mathieu. Ouais, chez Mathieu. Ouais. Très belle soirée, on s'était régalé. Ouais. Je me rappelle plus, Jérémy, l'humoriste. Oui, exactement. Je m'en C'est les meubles RD? Non, oui. C'est ça, Demé, Ouais. qui je l'avais trouvé incroyable. Ouais. Je m'étais régalé, simple, très très drôle, mais pas très drôle juste pendant les sketchs, naturellement très drôle. J'avais aimé l'humain. Puis je t'avais rencontré toi avec Mathieu. C'était Mathieu Visser? Mathieu Visser. Fais-tu encore du Uber, Mathieu? Oui. C'est l'ambassadeur ultime à Montréal. Il fait une super job. Lui, Ouais. Il est. C'est le premier millionnaire du Uber, je pense. Je pense que oui. À Montréal, du moins. Mais avant qu'on aille plus loin, là, parce que là, tu as parlé d'immobilier, là, en tant que non-initié, mettons, là, du courtage immobilier, c'était quoi ta vision externe du courtage immobilier quand tu as vagabondé dans la jungle de l'immobilier? Comment tu as perçu ça en magasinant? Alors, tu sais, ma mère, en fait, a travaillé en tant qu'agent immobilier. En France? En France. Et j'ai jamais pensé suivre son chemin à aucun moment parce que je trouvais que c'était le Far West. Je trouvais que en France, en tout cas, c'est le Far West. Les gens mentent, ils se piquent des clients, on essaye de faire aussi. des deals. Et donc j'étais là et j'ai dit, oula, c'est pas un milieu qui m'intéresse le plus. Et en fait, ce que je remarque et ce que je remarque ici, c'est que les barrières d'entrée sont très minimes. Tu fais juste un petit cours de courtage. Ouais. Je sais même pas combien de temps ça dure à peu près. Dans les faits, dans notre temps, nous autres, ça durait c'était en correspondance. Ça durait pas long. Ouais, c'est pas très long. Et puis boum, là, c'est capable maintenant. Dans les faits, je pense que le prérequis, c'est un secondaire 5, je pense. Là. Il faut que tu aies... Ce secondaire 5 faible. Ouais. il faut avoir justifié de certains niveaux d'études, mais tu peux rentrer très facilement. Donc, les barrières à l'entrée de ce métier sont très minces. Donc, tu trouves un panel de types de courtiers énorme. Ouais. La dernière fois, j'étais avec... j'ai un gars qui sable mes planchers. Adorable. C'est vraiment génial. Puis, il m'envoie un courriel, puis dans sa signature, je vois courtier immobilier. J'ai dit, mais t'es courtier? Et il me dit, oui, j'ai essayé. Je me garde up to date parce que pour aider des amis, mais je sable les planchers, je préfère faire ça. C'est ça, être entrepreneur, on fait plusieurs affaires. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, genre, et puis
en commençant, en rencontrant plus de courtiers, de gens et tout, puis on se rend compte que tout le monde a son histoire. Ouais. Dans le courtier, c'est pas... Dans le monde dans lequel je viens, on fait nos études, on fait l'université, on commence en tant que stagiaire, puis tu gravis les échelons. Ouais. Courtier, c'est... Tu peux être n'importe qui, arriver n'importe quand et réussir, en fait. C'est ça qui est magnifique. Absolument. Oui, puis je pense que c'est... Puis je pense qu'on va y toucher, mais dans le fond, pratiquement tout le monde peut réussir. Mais Ouais. mais il faut que tu sois quelqu'un d'action, tu n'as pas le choix, tu sais. Tout le monde peut réussir, en fait, à court terme. Ouais. Oui, exact. Parce que le vrai succès dans ce business-là, c'est quand ça fait 15, 20 ans Ouais. que tu fais la même affaire année après année. Mhm. Je pense que c'est ça le vrai succès. Parce que moi, des étoiles filantes en immobilier, je n'ai vu, là. Ouais. Tu les vois pendant un an, puis oups, ces bols sont où? 2 ans, 3 ans. Mais du monde qui sont là depuis très longtemps, année après année, c'est une minorité. Et je le vois par rapport à vous et puis même les gens que je côtoie dans l'équipe, vous décrochez jamais. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Je vois tes mails à 5h du mat. Mais il y a un client qui m'a appelé à 1h30 du matin cette nuit. Ah ouais. Ouais. J'espère que c'était pour de quoi de... C'était pour la fenêtre. Je pense qu'il a perdu la notion du temps. Je dis, hey, y avait-tu quoi d'urgent? Tu m'as appelé à 1h30? Oh non, c'était pour te dire d'appeler mon gars de finance pour... Mais c'est ça, vous devez être toujours disponible. Et je trouve ça dur. Donc, c'est mentalement, vous vous épuisez. Donc, que tu aies vu énormément d'étoiles filantes, je suis vraiment pas surpris. Donc, c'est ça un peu la perception que j'avais. C'est un milieu un peu le Far West. Moi, au Québec, je trouve que c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré que la France. Même si je te parle il y a très très longtemps, ça a dû changer. Non, ça n'a pas changé. C'est comme ça. Mes collègues français m'en parlent tous. Ils sont tous comme... Parce que le mandat, chose qu'on a au Québec depuis peu de temps, le mandat non exclusif de courtage est courant en France. Ouais. Les gens engagent 3, 4, 5 courtiers immobiliers. C'est leur modèle d'affaires. Mais là, ils ne sont pas trop investis dans leur projet de vente. Hein. Ils prennent une chance sur tout. Fait que tu pourrais signer des mandats sur toutes les propriétés à vendre de la ville. Fait que les courtiers sont moins investis. Puis développent moins de clients de relations avec les clients. Nous autres, c'est un peu le contraire. C'est mandat, courtage, exclusif. Ouais. Fait que, tu sais, le gros de notre business, nous autres, on fait pas beaucoup de publicité. C'est du bouche à oreille, c'est des références. Ça veut dire quoi? C'est que c'est du monde qui revient nous voir, qui ont été contents de ce qu'ils ont eu comme service. Exact. Encore à soir, client, je vends son condo il y a 6 ans. Puis elle me rappelle vendre son duplex à soir. Elle dit, Maxime, je veux vraiment faire ça avec toi. Fait que c'est beaucoup notre business à nous autres. Ouais. Mais l'entrepreneuriat, en général, je crois que c'est un milieu où tu ne décroches pas beaucoup parce que vraiment, on a des idées plein la tête. Il y a tout le temps... Tu sais, c'est la qualité d'un défaut. On a tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles choses qu'on va mettre en place et tout ça. Fait on a une vitesse, puis c'est une vitesse à 100 000 à l'heure. L'autre vitesse, c'est arrêter, tu sais. Puis quand tu arrives à arrêter, c'est parce que tu es brûlé, là. Mais non, c'est un point. On décroche pas, ben. Ouais. Et c'est ça, tu le dis, c'est que souvent, on te dit quand tu es entrepreneur que tu lances ta business. Ouais. En général, le taux de survie d'une business, c'est à peu près 5 ans. Et les gens, on se dit, voilà, pendant 5 ans, tu n'as plus de vie. Sauf que les courtiers immobiliers, c'est chacun ait sa propre entreprise, sa propre business, comme tu le dis souvent. Donc, tu décroches pas. Pareil. Et sauf qu'il faut que tu dures sur la durée. C'est toi une affaire, les courtiers, là, chaque année, au 1er janvier, tu remets le timer à 0. Ouais, tu recommences. Tu recommences parce qu'il faut que tu payes tes impôts, ça. Puis moi, j'ai toujours un modèle d'affaires où je recommence une année tout le temps en bonne santé financière. Il y a une grande majorité qui ne finissent pas l'année en bonne santé financière, qui ont des arriérages d'impôts, un compte provisionnel. Fait que la charge mentale, là, est extrême. J'en vois plein de monde comme ça, là. Moi, on a cette chance-là d'avoir été très raisonnable avec notre argent, mais en plus, il y a un volet financier à l'entrepreneuriat, puis la relation avec l'argent. Complexifie l'affaire. Ouais, j'imagine. Ouais. Dans les faits, il faut se poser la question, ça sert à quel est l'objectif ultime de... Bon, je vais te parler d'un courtier immobilier, là. Quand tu es courtier immobilier, rapidement, au fil des années, là, les premiers 5, 6, mettons maximum 10 ans, il faut que ça devienne ton véhicule vers d'autres choses, ce qui veut dire de l'investissement immobilier, acheter des entreprises, des franchises, parce que ça devient, c'est très prenant, puis vu qu'on ne décroche pas beaucoup, si tu n'assures pas un plan B, C, D, E, puis tu n'augmentes pas tes sources de revenus,
tu deviens très dépendant de ça. Puis ce que je trouve pénible à voir dans l'industrie, c'est des gars qui sont rendus à un âge très avancé. Ils continuent day-to-day à faire ça à high level là, parce qu'ils ont besoin d'avoir ces rentrées d'argent-là, parce qu'ils n'ont pas été chercher différentes sources de revenus. Ils n'ont pas été voir au-delà de « Hey, à un moment donné, je vais arriver à un stade où je vais peut-être en faire un petit peu moins. Puis c'est quand même un milieu où l'apparence est importante, donc les gros véhicules, l'habillement, les grosses sorties. Fait que ça devient que il y a une forte proportion de ton revenu qui s'en va vers ton lifestyle aussi. Là. Puis on le voit dans des agences peut-être un peu plus prestigieuses. Je pense que le cost of doing business est beaucoup plus cher aussi. Ouais. Moi, je te dirais que j'ai jamais été là-dedans. J'ai porté des sautes les 2 premières années de mon immobilier. Après ça, ça a été ça. Mais sais-tu quoi? T'as accès à une clientèle qui apprécie ça. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça, finalement. Ouais. Tu sais, nous autres, j'arrivais en vélo, c'est une visite cette semaine. Mes clients, c'est des athlètes olympiques. Hey, Maxime, tu te promènes en vélo? Ouais, tout le temps en vélo. Ah, c'est cool, en tabarouette, ça. Tout le monde me dit ça. Fait que moi, mon coût de faire de la business, là, ça me coûte quasiment plus de gaz. J'ai un véhicule qui est un véhicule utilitaire que je transforme en van life présentement, là, qui est un véhicule que je prends des fois, mais la plupart du temps, je vais aller pourtant pour mon vélo. Puis, moi, j'ai ça m'habiller dans la vie. Tu me dis, va magasiner du linge, là? Pas capable. Pas capable, ça m'énerve. Fait qu'il faut que j'aille Je vais tout le temps à la même place, à rue Ontario, dans Chicago, qui s'appelle Jeans. Écoute, c'est connu, c'est une institution. Tu as toutes les sortes de jeans, les sortes de t-shirts, tu vas là. Coûte pas cher, des pinottes. Il y en a un sur Ontario, hein? Eh oui. OK. Une institution. Tu vas y aller, hein? Mais non, mais il y en a un dans Myland aussi. Ben, c'est ça. Fait que c'est même affaire que ça. Ah ouais? Ouais. OK. Fait qu'en tout ça pour dire que moi, j'ai cette liberté-là mentale que peut-être d'autres courtiers n'ont pas. Puis je le vois, tu sais, écoute, sur les réseaux, là, j'ai changé de char, puis ils prennent une photo de leur char. Je suis comme, tabarnak. Pas peur des paiements, tu sais. Ouais. Dis-moi donc, Matt. Mais juste pour faire du pouce, ce que tu disais, c'est. Je suis sûr que tu t'en souviens pas, mais moi, ça m'avait marqué, on avait discuté. Et de ma perception de l'extérieur, j'ai l'impression que tous les courtiers investissaient en immobilier. Ouais. Et on avait eu la discussion, et j'étais là, mais t'es dans le milieu, tu vois des opportunités tous les jours, t'as des discussions avec les gens qui connaissent ça, tu as une notion de quartiers qui vont exploser, les quartiers qui sont en demande, moins en demande, enfin bref. Et t'investis pas. Et tu m'avais dit, Mathieu, tu capoterais le nombre de courtiers qui ont des enjeux financiers. Ouais. J'ai dit, mais comment c'est possible, en fait? Ouais. Et moi qui étais de l'extérieur, dans mon milieu informatique, je regardais ça et je disais, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'investirais? Ouais. Et parce que tu es dedans, en fait. Ouais. Et on le voit que c'est de nos jours un des véhicules le plus accessible. Absolument. Et qui fait fructifier le plus d'argent à long terme, outre la crypto ces dernières années. Ouais. Oh, ouais. Mais l'immobilier, c'est vraiment le numéro 1. Mais il y a pas les courtiers qui ont bien réussi financièrement, il n'y en a pas un qui a réussi financièrement à cause du courtage. Là. C'est pas l'argent que tu as fait là, c'est qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là. Exact. Puis où tu l'as réinvesti, qu'est-ce que tu as fait avec. Puis, parce que souvent, les gens, l'argent, ils s'imaginent, tu sais, mon argent que je fais en immobilier, ça appartient à l'entreprise. Je ne la dépense pas n'importe comment. Je suis très frugal avec l'argent que j'ai là. Il y a bien du monde sans leur nom personnel. Là. Eux autres, là, in and out, là, dépense ça, achète ça, pas grave. Mais tu parles d'investissement, puis moi, ce qui me dépasse un peu, par contre, c'est que ils vont vendre des immeubles à revenus à des clients. Puis ils n'ont pas une grande connaissance de c'est quoi l'investissement immobilier. Puis, fait que c'est comme... C'est ça qui devient compliqué un peu des fois dans le domaine. Tu parlais tantôt que tu disais le niveau d'entrée dans la profession est assez bas. C'est la compétence qui va parfois manquer. Tu sais, moi, je fais une licence d'entrepreneur général pour être sûr d'être assez compétent envers mes clients. T'sais. Fait que j'ai une licence, fait que je sais comment ça marche la rénovation. J'ai fait des projets. J'ai été dans Dèche avec des projets. Fait que je connais tout ça. Fait que les clients, quand je les conseille, ça amène de la valeur. Hein. Je les conseille comme si j'achetais pour moi-même. Je te conseillerais jamais d'acheter quelque chose que je n'achèterais pas moi-même. Puis les fois que je disais à des clients, hey, j'ai une anecdote là-dessus. C'est du monde qui a des bons jobs. Mettons médecin et ingénieur. Ils veulent accéder à un secteur prisé de Montréal, disons Ville-Mont-Royal.
Pour une inspection, clairement, c'est un flip qui a mal viré. Puis, à fait l'inspection, j'ai dit, écoutez, c'est une maison à problème, vous allez avoir des problèmes tout le temps avec ça. J'achèterai pas ça. Puis, on s'en va sur Côte-des-Neiges, prendre un café ensemble. Il a dit, Maxime, t'as raison, on annule ça. Annule ça. Le même matin, il m'appelle, il dit, hey, on veut l'acheter pareil. T'es sûr de ce que tu me dis là? Ouais. Pas de trouble. Fait qu'on réactive la promesse d'achat, il l'achète. La journée avant chez le notaire, ils s'en vont faire le tour de la maison, ils se rendent compte qu'il y a plein d'eau dans la véranda. Puis c'était dit dans leur rapport d'inspection, en passant. Fait qu'ils me reviennent me voir en fusil. Ils disent, écoute, le père se met à la transaction. Je dis, écoutez, j'avais tout dit ça, là. Vous avez incité pour acheter ça. Ils ont racheté la maison, puis contre mes recommandations, tu sais. Fait que quand je dis à quelqu'un, achète pas ça, ben, il s'achète-le pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais. Non, c'est... Et c'est là où il faut magasiner ses courtiers. C'est vraiment ce que j'ai appris en faisant mes premiers achats immobiliers. D'ailleurs, le premier triplex que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Kijiji. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais raconté ça. Ouais. Je l'avais... Je suis assez fier de cette histoire. Où j'étais avec un courtier, je travaillais avec lui, puis comme je suis en vente, j'ai l'habitude de tous ces processus de vente, de dealer avec des clients et tout ça. Puis je me suis dit, bah, il n'y a rien de plus que moi. Il était très bien, il était très organisé. On venait à chaque visite, il savait de quoi il parlait et tout ça. Puis moi, je voulais faire de la colocation. Et parce qu'en France, on faisait beaucoup de colocation. Puis une fois, on est en voiture, puis il s'arrête, il me dit, mais Mathieu, je comprends pas. Dans la colocation, ils partagent les mêmes toilettes. Et là, je me suis dit, je crois qu'il n'a pas compris mon besoin. Mais il était adorable. Genre, il savait que j'avais peu d'expérience. Ouais. Et on rentre dans une cuisine, il y a tout à détruire. Il me dit, Mathieu, t'es sûr que tu vas être capable de faire ça? Puis moi, je suis là, bah, je suis capable de tout apprendre. Et regarde, il y a YouTube, je pose des questions. Puis il n'avait pas compris la personnalité que j'étais. Mais il a voulu me protéger. Il était vraiment très, très gentil. Mais un peu mou et pas assez... Et au final, bah, je vais sur Kijiji, je regardais régulièrement du proprio, tout ça. Puis sur Kijiji, il y a quelqu'un qui adorait faire tout lui-même. Il a fait les rénovations lui-même. D'ailleurs, je le paye un peu maintenant, mais il faisait tout lui-même. Puis il disait, non, je veux pas payer un centime pour les courtiers. Puis je suis rentré, puis il se voyait lui, il y a une vingtaine d'années, parce qu'il avait acheté le triplex il y a une vingtaine d'années, avec sa copine, c'était son premier, et tout ça. Alors moi, émotionnellement, je me suis dit, bah, je vais lui donner ce qu'il veut, j'ai ramené ma copine. puis en fait, il nous a pris un peu comme son père. Puis il était adorable, il était gentil. J'en ai un peu profité pour descendre le prix. Et j'étais très très bien aiguillé par ma courtière hypothécaire, qui elle était une investisseuse, Aïda, que j'adore, qui est avec moi depuis le début. Puis c'était ma coach. Gentiment, elle m'a coaché. Elle m'a aidé. Elle m'a dit, puisque j'étais là, tu sais, j'investis 500 000, c'est la première fois. Et elle m'a énormément coaché. Elle m'a même donné des petits tours de passe-passe pour optimiser les deals et tout ça. Et au final, bah, j'ai réussi à acheter à peu près 50 000 en dessous du prix du marché. Et puis c'est là où, le moment où il y avait ils ont commencé à faire des restrictions au niveau Canada, tu sais, pour les investisseurs étrangers absolument. Et tout ça. Puis c'est à partir de là, 2017, que tout a explosé. Très cool. Mais ouais. Fait que tu t'es débrouillé pour cet achat-là tout seul? Fait que tu as appris les rouages d'immobilier un peu à travers ça, puis être coaché par Aïda. Exact. Puis tu as fait d'autres acquisitions par la suite, là? Exact. Puis tu as fait l'autre propriété que tu as aussi en colocation, c'est ça? Ouais, ben le premier, donc en 2017. L'autre, où tu m'avais beaucoup aidé. En fait, j'étais engagé avec une courtière, puis je suis assez loyal. Du coup, je voulais le faire avec elle parce qu'on avait cherché. Puis on s'était remis en relation, puis je t'avais dit, David, qu'est-ce que t'en penses? Puis j'avais aimé ton côté très analytique, énormément de connaissances. J'étais là, waouh! Et Valérie était très forte sur le relationnel. Elle répondait dans la minute, toujours connectée. Tu demandais de faire un truc, boum, c'était fait, top. Mais qui manquait de connaissances plus techniques comme toi.
Et au final, j'avais fait tout le speech de vente et tout ça. J'ai dit, allez, va me négocier. Et elle avait super bien négocié. Elle avait réussi à bien négocier pendant la pandémie, 150 000 en dessous du prix. Ça a été. Puis elle avait dit, Mathieu, c'est ma plus grosse négociation à vie. Puis elle avait une trentaine d'années d'expérience. Exceptionnelle. Et puis la dernière fois. La dernière transaction qu'on a faite ensemble. Une belle transaction. Ça a été je pense qu'on a fait un super travail d'équipe là-dessus. Là. Ouais. Transaction quand même, on fera peut-être une émission pour décortiquer cette transaction-là qui avait été intéressante parce qu'il y avait plusieurs offres d'achat, des situations délicates là-dedans, fait qu'on pourra, on reviendra sur une autre émission là-dessus. C'est un beau use case, je Absolument. trouve. Fait que, toi, tu as géré des équipes de vente, je pense, en dehors de l'immobilier. Oui. Puis c'est quoi le parallèle que tu vois entre ce qui est externe à l'immobilier et les équipes de vente en immobilier? Ah non. Pas bien compris la question. Si tu regardes ce qui se passe dans les équipes de vente que tu gérais dans le domaine, t'étais pour quelle compagnie déjà? OVH. OVH. Ouais. Fait que tu gérais des équipes de vente. Maintenant, tu tombes dans le milieu immobilier où les courtiers sont des vendeurs. C'est quoi les parallèles qu'il y a? C'est quoi les différences qu'il y a par rapport à ça? C'est une bonne question. Déjà, en fait, dans les grandes entreprises, il y a énormément de processus, de structures, tu sais, tu connais tes évolutions, tu connais tes étapes, tout est boum, t'arrives, c'est structuré, alors plus ou moins selon les sociétés, mais ils veulent se donner une structure. Ce que je remarque dans la notion de courtier immobilier, c'est chacun fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Parce que, comme on le disait, on vient pas tous du même milieu, on travaille pas tous de la même manière, et en fait, en tant qu'agence, t'essayes d'accommoder tout le monde, et tu donnes à ceux qui veulent recevoir, et ceux qui veulent pas recevoir, t'es en support. Mais donc ça manque un peu de structure qui soit identique pour tous les courtiers. Puis pour permettre vraiment d'évoluer plus rapidement en tant qu'entreprise. Exactement. Et ça leur permet. Et en fait, c'est que certains courtiers voient pas l'avantage. Certains le voient, donc ça crée des différences. Dans les grandes entreprises, c'est que tu le vois ou que tu le vois pas, c'est comme ça. Exact. T'es pas content, il y a d'autres entreprises. Ouais. Donc c'est là un peu la différence que je remarque de façon à élever. Je pense que ce qu'on voit depuis que tu es là, c'est qu'il faut peut-être adopter une vision plus comme ça pour le transposer en immobilier parce que ultimement, puis je parlais avec une courtière, dans les faits, c'était une super belle conversation que j'avais avec une courtière qui était partie d'une équipe encadrée, qui est allée vers une équipe non encadrée. Puis la conversation a été « Hey David, tu sais quoi? Au final, ça sera à refaire, je retournerai dans l'équipe encadrée parce que je me rends compte que j'ai besoin de structure dans une journée, d'être encadré, de pouvoir suivre mes résultats, de pouvoir être accountable sur ce que je fais au quotidien. Puis je fais pas ma job, me le faire dire aussi. Mm-hmm. Parfois, on avait comme mentalité de prendre un pas de recul parce qu'on se disait, ben écoute, si on est trop après le courtier, il va trouver ça tannant, il va se trouver trop surveillé, tout ça, mais en même temps, il a la majorité des courtiers. Puis moi, je le vois, moi dans mon quotidien, quand tu n'as pas un coach qui est là, ou quelqu'un qui est là pour t'encadrer, dis « Hey, t'as-tu fait ça aujourd'hui? T'as-tu réglé telle chose? » Souvent, tu vas avoir tendance à glisser un petit peu du côté obscur de tout ça, dire « OK, ben là, personne ne me regarde, donc je le ferai peut-être pas aujourd'hui. » Mais ça vient sur un point que j'adore, c'est la notion de souffrance. Ouais. On fait tous les trois du sport et dans la course à pied ou de triathlon ou whatever, le sport qu'on a pratiqué, tu ne progresses pas si tu ne souffres pas. Absolument. Ouais. Et le matin, qu'il faut que tu te lèves à 5h30, qu'il fait moins 30, que tu sors et t'es là, je ne veux plus faire ça de ma vie. Ouais. Ben, tous ces efforts-là t'amènent à faire un PB dans 6 mois. Ouais. Et en fait, quand tu arrêtes ça ou tu dis, oula, j'ai fait mon PB, j'arrête, tu y repenses et tu dis, waouh, en fait, j'ai progressé, ça m'a énormément aidé. Et je pense que la vie et le travail, c'est comme ça. Tu sais ce que je dis, moi, à mes filles? Puis la plus grande qualité que les enfants doivent développer de nos jours, c'est être capable de s'asseoir dans l'inconfort le plus longtemps possible. Que ce soit n'importe quoi. Que ce soit dans le sport, dans la vie, il faut que tu t'apprennes à tolérer l'inconfort. Ouais. Et on est dans des sociétés de plus en plus confortables. Ben oui, parce que le monde n'aime pas leur job. Fuck off, j'en chez une autre. Puis c'est ça les gens, je pense, qu'ils oublient présentement, c'est ça. Ouais. Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort dans ta vie. Mm-hmm. Sinon, oublie ça. Tu vas tout lâcher.
tu vas rien t'offrir, c'est pour ça que le monde ne sont pas en forme, qu'ils ne sont pas performants dans leur job, qu'ils sont malheureux dans leur couple. Il faut que un moment donné, ils arrivent à travailler leurs affaires. Puis c'est lequel je vais rester, je vais travailler là-dessus. Puis on va arriver à faire quelque chose qui tient en route. T'sais. Exact. Et moi, le sport, ça me rappelle ça. Ça me rappelle qu'il faut que je sois inconfortable pour progresser. Et ça l'est. Donc, pour revenir au sujet des courtiers, c'est arriver à les pousser, alors en étant humain et en arrivant à les soutenir, faire en sorte qu'ils aient ces envies-là, mais leur donner un cadre. Leur donner un cadre et un suivi, en fait. Et c'est, je pense, un peu l'enjeu que je vois, dans le sens où tu as envie d'être courtier pour être libre, pour gérer ton horaire, mais au bout d'un moment, tu glisses vers... L'humain est feignant. Ouais, absolument. L'humain est naturellement feignant, puis tu te dis, ah tiens, je peux me lever un peu plus tard. Ah tiens, je peux regarder une série en pleine journée parce que je peux. Tiens, je peux aller prendre un lunch avec un ami. Ah, et au final, tranquillement, pas vite, tu glisses vers une vie non structurée et un travail non structuré. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, hey, regarde, ça fait une semaine, c'est correct, tu sais, pendant une semaine, tu peux prendre un peu de recul, tu peux en faire un peu moins. Je pense que la vie n'est pas quelque chose de linéaire, mais il y a énormément de fluctuations, mais n'oublie pas ça. Puis tu sais, je pense que quand on voit les courtiers dans différentes périodes de l'année, où ils arrivent dans des périodes où c'est plus calme, puis ils se disent bon, OK, il n'y a rien qui se passe, les leads sont pas bons et tout ça, mais là, quand tu vas regarder le nombre d'actions qu'ils prennent au quotidien, tu dis OK, mais ça fait 2 semaines que tu n'accomplis rien dans ton CRM, on voit qu'il ne se passe rien. Ta business est là. Tu l'as vraiment être en avant de toi dans ta base de données, mais tu vas arrêter de faire les actions, puis on dirait que tu fais semblant de ne pas comprendre pourquoi tu n'as pas de résultat. C'est à un moment donné, puis c'est comme ça qu'on a commencé, moi et Maxime. On a commencé l'immobilier, je me souviens comme si c'était hier. Là. Moi, j'ai cogné à des portes, puis j'ai fait des téléphones, je faisais toutes les KJ, du proprio, les Facebook, tout ça, et j'appelais tout le monde. Mais tu sais, pour moi, les actions, je savais qu'elles allaient m'amener au résultat que je voulais. Les gens ont de moins en moins envie, on dirait, les nouveaux courtiers, de se faire ce mal-là. Ouais. Puis c'est la clé de la réussite, selon moi. C'est un sport de contact. Hein. Ça l'est, puis on en parlait ce matin, là, il faut contacter. Ouais. Il disait là, du podcast qu'on avait, dont j'ai écouté hier, c'est le taux moyen, c'est 1,2 contact dans l'industrie. Et pour qu'un client arrive à se mettre en mouvement et en action, c'est entre 6 et 12 contacts. Il faut quand même les appeler, les clients, 12 fois dans l'année, là. Absolument. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Tu as l'impression de les déranger, tu es mal accueilli, c'est des discussions des fois un peu difficiles. Et tu vois, c'est là où aussi, dans la notion de structure, c'est comment on aide les courtiers à les amener là. Comment on les aide à trouver des sujets intéressants. Comment on les aide à avoir des discussions où le client va voir, du moins le client ou le prospect trouve de la valeur. C'est comment on t'aide à outrepasser ça. Je pense que ce que je trouve super intéressant depuis que tu es là, c'est que tu amènes une vision externe, parce que c'est très traditionnel, notre milieu. Tu amènes un courtier immobilier, gérant d'équipe, il va faire ce que tout le monde fait. Toi, tu l'amènes avec une autre vision en se disant, OK, ben moi, en tant que consommateur, que client, comment j'aimerais vivre ma journée immobilière avec un courtier. Puis tu as cette notion de coach-là, avec ces courtiers-là, de pouvoir les coacher, les accompagner, s'assurer qu'ils font ce qu'ils ont à faire au quotidien, puis peut-être, pas nécessairement de leur dire, hey, t'as pas fait ça, fais-le, mais pourquoi tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ça permet peut-être de faire avancer les gens avec un peu plus de délicatesse, mais en même temps de les permettre de développer les qualités qu'ils ont besoin d'avoir pour devenir des courtiers à succès. Là. Exact, parce que pour moi, être courtier, c'est de la vente. Et beaucoup réussissent parce qu'ils ont souvent des aptitudes. Et tu demandes à un courtier pourquoi tu réussis. Et souvent, c'est qu'ils ont des qualités naturelles. Ils savent bien s'exprimer, ils sont à l'écoute, ils savent interagir, ils ont une belle intelligence émotionnelle. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle une partie technique. Et dans la vente, il y a 3 aspects. Donc, il y a la partie technique. Genre, j'ai l'intelligence émotionnelle, j'ai un client qui réagit comme ça, hop, je dois réagir comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'attitude. C'est comment je fais pour être un gagnant.
comment tous les jours je fais pour être fort, comment tous les jours j'ai envie, comment c'est entre les deux oreilles, la notion d'attitude. Et la troisième chose, c'est ce dont tu parlais, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une bonne journée? Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée pour que j'ai une journée réussie? Ben, toi, tu le dis, c'est 10 discussions par jour. Si j'ai pas 10 discussions par jour, ben, c'est pas une bonne journée. Donc, et c'est arrivé à se mettre des metrics comme ça. Et tu peux le faire 1 mois, 2 mois, mais c'est ce que tu disais. Parce que c'est un mélange des trois, parce que dans la tête, il faut être fort. Ouais. Tu rates une transaction, tu rates 2 transactions, tu rates 3 transactions. Absolument, bah oui. C'est dur. Comment je fais pour être fort? Pas le prendre personnel, parce que dans la vie, on joue différents rôles. On a le rôle de père, on a le rôle de sportif, on a le rôle d'ami, on a le rôle de conjoint. Sauf que dans tous ces rôles, on ne peut pas être bon dans tous ces rôles. Je vais prendre le côté sportif. J'ai fait des courses où j'ai abandonné. J'ai passé 6 mois à m'entraîner pour une course et j'ai abandonné la course parce que j'y arrivais pas, ça marchait pas. Je te jure, ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est pas qui je suis. Ouais. Je peux être mauvais des fois, c'est correct. Mais dans la vie, j'ai l'impression d'être un gagnant. Je suis quelqu'un qui avance et je veux performer. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce triangle de la réussite qu'il faut mettre en avant. Et il n'y a pas ça dans le milieu, je trouve. Il n'y a pas cet aspect structure, organisation qui permet de supporter les courtiers. Absolument. Pour y arriver. D'avoir la structure pour le supporter, d'avoir une bonne fondation solide pour... Puis c'est drôle parce qu'on le dit souvent, on est une équipe à succès, on a battu des records de vente. Puis je trouve pour l'industrie, on a une très bonne structure, mais d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient voir ça, dire OK, peut-être qu'on a besoin de rebouger certains blocs pour solidifier cette fondation-là, puis permettre à ces courtiers-là. Puis pour toucher à un point que tu disais tantôt, tu dis, tu sais, c'est un milieu qui est tough, mais ce que je vois aussi, c'est que Maxime le disait, les gens ne veulent pas rester assis dans l'inconfort assez longtemps. Mm-hmm. Puis je vais amener un parallèle. C'est sûr que si je penchais puis je m'en vais au gym aujourd'hui, pas de résultat. Pendant une semaine, pas grand résultat. Ouais. Après un mois, je commence à avoir un petit peu. Mais là, il faut que tu puisses passer ton threshold pour dire OK, wow, je vois des résultats, je vois que ça paye pour moi, je vois que ça vaut la peine de le faire. Je pense que les courtiers, souvent, qui débutent, ne vont pas prendre le téléphone ou faire des actions pour avoir des résultats assez longtemps. Ouais. C'est OK, ouais, ça vaut la peine de le faire. Ils vont faire 1 semaine, 2 semaines d'appel. Puis après, ils vont dire, ouais, ça marche pas. Ils vont se convaincre que ça ne fonctionne pas. Fait qu'ils vont, par ne pas prendre d'action, ils ne vont pas développer des compétences. Exact. Mais ils disent que l'être humain a besoin de savoir progresser pour aimer quelque chose. Absolument. C'est comme interrelié. Mais il y a une réalité dans la vie, puis je l'ai dit, surtout à nos âges, là, une des plus grandes, je pense, capacités qu'il faut que tu aies, c'est de te réinventer tout le temps. Ouais. Puis en business, puis dans ce que tu fais. Je commençais à faire du surf avec David il y a 3 ans, puis j'étais nul là, pendant une saison, nul, pas capable de me lever sur un board, c'était l'enfer. Puis plus, c'est des notions d'équilibre, c'est des notions que quand t'es jeune, c'est le même. Quand t'es plus vieux, c'est comme tout est compliqué. La progression était très lente. Là. Tu vois ça aller, j'abandonne. Ouais. Mais je me suis toujours dit, quand je finissais une session de surf, il faut qu'elle finisse une note positive. Fait que tant que j'ai pas fait quelque chose de bien, je pars pas de 17. Puis les courtiers, c'est un peu ça qui manque. Je le vois là, je suis comme des fois avec des jeunes courtiers. Hey, écoute, tu peux pas parler de manière monotone comme ça à un client. Faut que tu sois enthousiaste pour son projet. Sinon, comment tu veux qu'il te fasse confiance? Écoute, je peux pas engager ce gars-là. Fait qu'il faut que tu aies un enthousiasme, puis il faut que tu finisses tes journées tout le temps sur des notes positives. Puis on parlait tantôt d'échecs, là. Puis Zig Ziglar le dit, c'est dans la vie, il faut aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Moi, j'ai un échec, là, quelque chose qui marche pas, là. Je te dis en 5 minutes, c'est oublié, là. Passe à autre chose. Exact. Moi, il faut être moi, je suis comme un tank, là. Quelque chose qui marche pas, fuck off. OK, on passe à autre chose, on avance sur autre chose. Cette semaine, ma fenêtre de char qui était pétée, pas grave. Pogne la fenêtre, mets ça dans le char, puis on va réparer ça, t'sais. Mais c'est parce que t'es un gagnant. Tu sais que t'es un gagnant, et même si tu vas rater des choses dans tes rôles, donc on parlait du surf, on parlait une transaction, ça va pas t'impacter personnellement. Et c'est ça, c'est que il faut faire attention, le lien entre le rôle et le rôle que je joue au quotidien et qui je suis vraiment. Ouais. Et souvent, les échecs dans ta vie
t'impacte personnellement et ça fait que ton estime descend. Et l'estime est bâtie sur ce que tu accomplis. Exact. Puis là, c'est pour ça que c'est drôle, hein, parce qu'ils pensent que tu viens au monde d'un gagnant. C'est pas même ça se passe. Hein. Tu viens pas au monde d'un gagnant. Non. Moi, c'est possiblement... Il y a un événement qui a changé ma vie. Quand j'étais jeune, je n'étais pas un gagnant. Puis je l'explique souvent qu'à un moment donné, je voulais être dans les camps de vacances aux États-Unis, puis j'ai dit, hey, je vais réussir à accomplir ça. Puis c'était niaiseux, hein? J'ai appliqué dans 100 camps de vacances, je me suis organisé, puis David était témoin de ça. Mais j'ai réussi ça. Cette affaire-là, qui a été 2 mois de ma vie, a changé complètement ma vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que dans la nouvelle génération de participation qu'on a donné des trophées à tout le monde, mes enfants n'ont pas vraiment accompli quelque chose. T'sais. Ouais. Fait qu'il faut que les jeunes travaillent puis accomplissent de quoi, puis là, dans leur tête, ça les transporte toute leur vie, cette affaire-là. Mais il manque un peu de ça, je pense. Parce qu'il faut avoir un but. Et c'est ce que je vois avec vos équipes, c'est que certains en ont, certains n'en ont pas. Et je reviens au sport parce que c'est notre passion et puis moi c'est ma passion numéro 1, c'est que moi je voulais battre mon PB de demi-marathon au demi de Montréal l'année dernière. On fait des week-ends, on fait la fête avec mes amis et au lieu de faire ma langue le week-end, je faisais le vendredi, le lendemain un peu hangover, j'allais faire mes 10 km, tu sais, parce que j'avais un but, j'avais un objectif et je me suis dit je vais y arriver. Et il faut avoir un but. C'est, bon, je veux faire 24 transactions. OK, good. Super. Je veux faire X milliers de dollars. Good. Mais pourquoi? Pourquoi tu le fais? Exact. Mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour aller acheter un chalet? Est-ce que tu le fais pour des vacances? Parce que tu veux que tes parents aient une meilleure vie? Parce que je veux que mes enfants aient une meilleure vie? Whatever. On s'en fiche. Mais ça, il faut que tu le vois tous les jours. Il faut que tu le saches tous les jours. Et je lisais un truc, là, je suis un gars sur Instagram qui donne des hints comme ça. Et il donnait une quinzaine d'actions que tu peux faire, des petits trucs, tous les jours, pour te donner énormément de progrès dans 6 mois. Puis il disait, et moi je suis un grand fan de ça, quand tu as des objectifs, c'était quoi le truc? C'est tu as 10 fois plus de chances d'y arriver. Quand tu as des objectifs. Et quand tu as des objectifs écrits, tu as 3 fois plus de chances que les gens qui ont 10 fois plus de chances. Donc, tu as 30 fois plus de chances de les réussir. Juste de les écrire. Parce que moi, c'était un de mes chevals de bataille avec mes équipes. Je disais, c'est quoi tes objectifs? Tu veux être où dans 5 ans? Ah, ben je le sais, c'est ça. Ok, tu les as écrits? Non, mais c'est dans ma tête. Ah, génial. J'ai vécu, moi, avec des courtiers. Puis là, des affaires fortes, là. Je veux donner une meilleure vie à ma mère. C'est fort, là. Moi, j'aurais ça à ma vie, là. 2, 3, 4 ans. Hey, t'as-tu donné une meilleure vie à ta mère? Puis, ils sont pas capables de transposer ce qu'ils disent, puis l'amener dans une action, puis dans un résultat qui tient en route. 4 ans plus tard, je suis comme, voyons. Moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. Mais tu sais, souvent, là, il y a la notion de... Souvent, en entrepreneuriat, je pense à notre âge, on a une notion de changement puis une notion de transformation, tu sais. Puis souvent, les gens la transformation se fait quand tu arrives à un stade où foncièrement, à l'intérieur de toi, tu as changé, tout ça. Mais quand les gens ont des idées un peu farfelues, disent « Ah, je vais changer la vision, la vie de ma mère », mais il n'y a pas rien de concret. Ça vient un peu, c'est un vœu pieux de le faire. Parce qu'ils ne se voient pas réellement le faire. C'est une idée, c'est pas transposé, OK, la destination est là, puis je vais m'y rendre. C'est drôle parce que je retombais cette semaine sur un livre qu'il y avait dans ma bibliothèque, qui s'appelle Le Secret. Il expliquait, c'est un peu ouhou pour le monde qui l'ont lu, là, mais il explique qu'on est comme une antenne on produit des ondes, mais ces ondes-là sont faites en fonction de comment tu te perçois, puis comment tu te vois, puis tu te vois dans quelques années, puis c'est qu'est-ce que tu veux accomplir. Puis souvent, ces courtiers-là, ont des objectifs, mais ils sont capables de se visualiser dans ce résultat-là. Avec le fait de ne pas se visualiser dedans, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'amorce qui est faite. Puis honnêtement, plus tu es tuné là-dessus, là, moi, il y a des affaires incroyables qui m'arrivent. Je roulais cette semaine sur la rue, je regarde un duplex, je pense à ma cliente Marie, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Elle m'a même appelé pour vendre son duplex. C'est fou. Ouais. Puis ça, là, c'est pas un cas isolé, là.
Ça m'arrive, je sais pas combien de fois par mois, ces histoires-là. Il m'est en arrivé une pareille hier. On dirait que le fait que tu envoies un nom, c'est fou pareil. Hein? Écoute, c'était une cliente qui est super fine, mais elle était un petit peu difficile comme cliente. J'ai dit, j'étais même pas sûr qu'elle allait me rappeler parce que c'était compliqué. Puis elle m'a rappelé, puis c'était comme... Je voyais que c'était une personne changée au téléphone. Hey, Marie, je suis content, vraiment content que tu m'appelles. Puis, hey, Maxime, j'ai vraiment hâte de te voir aussi. T'sais. Fait que c'était spécial que ça arrive tout ça en même temps. T'sais. Non, vous... Et c'est ça qui est fou, c'est que... je vais perdre du pouce là-dessus. Mathieu et moi, on a une conversation par rapport à qu'est-ce que j'aimerais amener dans l'équipe et tout ça, comment... Puis, là, je m'en vais courir un matin et il y a un podcast qui tombe sur mon téléphone. Puis il explique qu'une des plus grosses équipes aux États-Unis ont engagé un gérant des ventes qui provient d'un autre milieu, ce gérant-là provenait de chez Xerox, puis qui a changé complètement la dynamique puis la structure d'une équipe. Puis c'est ce matin-là que j'ai appelé Mathieu, j'ai dit « OK, on commence quelque chose. » là, parce qu'on avait des conversations, mais on dirait que la vie, des fois, nous montre le chemin. Des fois, on l'écoute pas ou on croit pas nécessairement à ces heureux hasards-là, mais... Ouais. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ouais. Écoute, moi, je dis tout le temps tellement d'affaires. Il m'est arrivé une affaire récemment, puis moi, je suis un croyant dans la vie. Moi, je prie à tous les jours. Je ne sais pas qui je prie exactement, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Je suis trop chanceux dans la vie pour que... Ma fille s'en va au camp de vacances, puis il ne faut pas me mettre en charge, moi, d'inscrire mes enfants à quelque chose, que c'est sûr que ça va foirer. Fait que j'ai inscrit mes 2 enfants au camp de vacances. Ils partent pour un mois aux États-Unis. T'sais. Puis, ma plus vieille Lola, j'ai inscrit dans sa cabine. Puis, Lucas est tout le temps avec une cabine plus vieille qu'elle. Fait que moi, quand la journée avant le camp, parce que la fille à David y va, elle dit « Ah, Charlie y va, puis ils vont être dans la même cabine, dans les écureuils. » Ma fille me regarde et dit « Papa, je suis supposé être d'un lièvre. Tous mes amis sont d'un lièvre. » Je dis « Pourquoi? » J'appelle au camp. J'écoute, j'ai fait une erreur. C'est plate, mais il n'y a plus de place dans les lièvres. Il faut qu'elle aille dans les écureuils. Cabine plus jeune. Mais qui est même âge qu'elle, en fait. Mm-hmm. Ma fille pleure. Elle pleure. Ouais. Puis je me sens comme le pire père sur la fucking terre. T'sais. Puis je dis, écoute, Lucas, j'ai dit, le bon Dieu t'aime, puis moi aussi. Je suis sûr que tout ça arrive pour une raison. Ça se peut pas que tu vas aller au camp, tu vas être malheureuse. Puis elle arrive au camp, puis elle est dans un âge où la puberté fait en sorte qu'à 12 ans, puis 13 ans, il y a toute une différence. Fait que là, je vois ses amis de l'an passé qui sont comme des prépubères puis en puberté. Puis là, je vois sa cabine, je dis, cette fille, c'est vraiment arrivé pour une bonne raison, parce qu'elle a eu un été misérable. Parce que je la voyais aller voir ses amis de l'an passé, puis c'était comme, elle était plus à sa place. Fait qu'elle est arrivée dans sa cabine où est-ce qu'elle devait être, puis elle m'a écrit une lettre, elle a dit, papa, je suis tellement heureux, tu sais. Mais tu sais, c'est... T'as l'impression d'être chanceux parce que tu sais voir les opportunités. Moi, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver quelque chose de très négatif. OK, ça arrive. Ouais. C'est quoi l'opportunité là-dedans? Ouais, absolument. Puis, on sait la trouver. C'est genre... Je reviens sur l'histoire des courtiers, tu sais. T'as une inspection, ça tourne mal. Ouais. Soit tu dis, ah non, j'achète pas un. Sinon, soit tu essayes de trouver l'opportunité là-dedans. Ouais. Et la vie est faite d'opportunités, mais il faut savoir les voir. Il faut savoir être alerte et les comprendre, tu vois. Comme toi, tu as compris l'opportunité qu'il pouvait avoir pour ta fille. Tu lui as expliqué, puis finalement, elle l'a compris, elle l'a vu, et hop, on a changé une situation négative en situation positive. Parce que tu l'as vu, l'opportunité. Ouais. C'est tout le temps de se poser la question, si jamais, effectivement, il y a une situation qui vire mal, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que souvent, les gens... On va être cynique par rapport à des situations, on va chialer, mais si tu te poses pas la question, hey, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? C'est arrivé pour rien. Ça va arriver encore. Exact. Exact. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, ce que tu disais toi, Maxime, que le courtier qui disait, ah, moi, je vais aider ma mère. Mais cette étape, elle est trop grande et c'est trop fou. Ça veut rien dire. Je veux aider ma mère. Je vais aider ma mère. Comment? Je vais lui trouver un appartement, je vais lui donner de l'argent, je vais l'envoyer en vacances. Elle est plus capable de marcher, je veux quelqu'un qui l'assiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je le vois beaucoup dans mes équipes en vente, c'est que j'essaie de les aider à trouver des objectifs et à les couper en petits morceaux. Et pour que les étapes soient plus simples. C'est comme, et vous voyez, genre,
je veux investir dans mon premier multilogement. C'est gros quand même. Ouais. Quelles sont les étapes entre ma situation actuelle et l'investissement dans le multilogement? Et toutes ces micro-étapes et ces petites étapes, ça a énormément d'importance. C'est un point hyper important, puis je parle souvent à mes enfants, de tout briser en petits morceaux. Ouais. Parce que si tu brises en petits morceaux, ça devient plus facile. Si tu vas avaler d'un coup, ça va être tough. C'est dur. Et les gens trouvent ça difficile, donc ils perdent le focus. Ouais. Et c'est tellement facile de prendre le temps avec des clients qui te contactent versus toi qui contactes les clients. Sauf que les clients qui te contactent, c'est pas forcément les meilleurs clients avec lesquels tu dois travailler. C'est plutôt les 10 leads là qu'il y a là. C'est des gens qui ont un potentiel, mais c'est pas eux qui vont t'appeler. Ouais. C'est les autres qui ont le plus petit budget, qui vont te consommer du temps. Et c'est là où tu dois gérer ton agenda et ta façon de travailler versus être géré par tes clients. Puis savoir gérer et prioriser les opportunités. Exact. C'est un sujet qu'on va aborder ultimement, mais de pouvoir, c'est ça, valider quel est l'ordre de priorité de mes opportunités de business. Ouais. Puis comment les amener tranquillement dans l'entonnoir. Et donc, tu perds ton focus. Ouais. Tu perds ton focus. Et donc, tu dis, ouf, en fait, c'est vraiment difficile d'aller aider ma mère et d'aller l'amener, d'aller là. Ouais. Et c'est là où je pense que donc un manager des ventes ou un général manager doit faire, hey, David, il est où ton focus? Ouais. Il est où ton focus? On avait parlé de ça, on avait mis ça en place. Tu le suis pas. C'est correct. Ouais. Peut-être tu as changé d'avis. Mais si tu n'as pas changé d'avis, allez, on y va. Ouais. Et pour un peu fermer la boucle, c'est que les courtiers sont plus seuls. Des fois, ils manquent de support. Ouais. Et juste de leur redonner le bon focus et de les aider à... Ok, je suis parti un peu à droite, c'est comme quand tu nages dans un lac. Si tu lèves pas la tête... Ben oui. Ma bouée, elle est là-bas, il faut que j'y aille. Donc, il faut les ramener dans la bonne direction. Ouais, dans la direction, parce que tu sais, la nuance de direction et destination. Ouais. Souvent, la destination n'est pas claire, fait qu'ils vont changer de direction souvent. Ouais, exact. Puis peut-être qu'ils vont même pas se rendre à la destination aussi, tu sais. Super important, super intéressant, Mathieu, la conversation. On arrive en fin d'épisode, puis il y aurait trop de choses à couvrir. Par contre, Mathieu va être régulièrement avec nous ici. Mathieu, tu apportes énormément de valeur actuellement à l'équipe. Tu sais, pour moi, c'est transformationnel pour une organisation d'avoir un gérant d'équipe parce que ça permet justement de réaligner le pourquoi, la direction de tout le monde là-dedans. Mm-hmm. Ta vision, toi, future de l'immobilier, là, d'une équipe, est-ce que tu penses que les équipes devraient tranquillement tourner vers des structures un peu plus de ce qu'on voit dans les grandes entreprises pour pouvoir arriver à augmenter, parce que c'est le fun d'avoir une équipe, mais il faut que tu élèves le niveau de production de chacun des courtiers ultimement. Mm-hmm. Fait que je pense qu'ultimement... Moi, je pense qu'il y a alors, je suis assez nouveau dans ce milieu. Ouais. Je connais que votre agence, bureau, on dit plutôt bureau. Ouais. Mais ce que je vois, c'est que et je suis très surpris par tout ce que vous avez mis en place. Je trouve que vous avez fait énormément de choses. Ce qui manque un peu, c'est de liant, en fait. Ouais. Il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes, créatives, innovantes, comme là, le podcast que l'on fait ensemble. Je trouve que ça, c'est génial. C'est juste mettre un peu de liant, comme le font les grandes entreprises. Ouais. Et c'est vraiment ce liant avec certains concepts, comme un nouveau courtier qui arrive, il a son plan d'onboarding, il a 3 mois, il sait exactement ce qu'il fait tous les jours pendant 3 mois. Ouais. Je pense que ça n'existe pas, ça, dans le monde et ça n'existe pas dans toutes les grandes entreprises. Exact. Le plan de carrière aussi. Plan de carrière aussi. Ouais. Et c'est des notions qui ont été effleurées, je pense, parce que je vois que vous avez fait énormément de choses, mais qui pourraient... il faudrait, tiens, il y a une brique là, tiens, il y a une brique là, tiens, une brique là, tiens, on va les mettre ensemble, et ça fait ça. Oui, absolument. C'est parce que ça n'a jamais vraiment existé dans l'industrie. L'industrie immobilière a été un genre une ferme où est-ce qu'on mettait des courtiers, puis essayer de produire. Mais du coaching, puis de l'accompagnement, on va essayer de vendre ça à des courtiers comme méthode de recrutement, mais généralement,
quand le courtier rentre dans une agence, il n'y a plus grand-chose qui se passe après. C'est your own, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça manque dans l'industrie, puis c'est encore là, on parlait de compétences, puis de vouloir acquérir des connaissances, c'est ça. Parce que moi, je vois, écoute, j'ai mis une propriété à vendre à moi sur le marché. Et puis, le courtier me dit, écoute, j'étais récipiendaire de la recrue de l'année. Félicitations, chez telle agence. Il était en train de vendre une propriété, une copropriété indivise, qui est faite pour du propriétaire occupant, à son client investisseur. Puis ça fait il a visité le condo à 2 reprises. Puis je pose la question, puis c'est pas ma job, là, tu sais, on s'entend, mais écoute, est-ce que tu connais la copropriété indivise? Ben, un petit peu. Écoute, tu sais que tu peux pas louer ça. Tu sais que tu peux pas financer ça, à moins d'être propriétaire occupant. Ah non, je savais pas. On part de loin. Ouais. Mais ça, c'est pas un courtier. C'est un paquet de courtiers qui m'appellent dans ce même. Puis c'est pas de leur faute. C'est souvent qu'ils sont mal accompagnés. Exact. Puis nous autres, c'est ce qu'ils disent. Les courtiers qui viennent chez nous disent, c'est bol, c'est comme... On apprend des affaires parce qu'on touche à tout ce qui devient compliqué en immobilier parce que un courtier est payé à la hauteur des problèmes qu'il résout. Notre job dans la vie, moi, David, depuis le début de notre carrière, c'est de régler les problèmes. C'est pas pour rien qu'on s'est mis sur la slette. On aide des clients. On va jusqu'au bout avec eux autres. Fait que le monde souvent, on dit, écoute, tu as vraiment réussi. Ouais, j'ai réussi à faire ça pour ce client-là. Pas nécessairement de la manière toujours conventionnelle, mais de la façon créative de régler un problème pour un client puis de l'accompagner là-dedans. Fait quoi? Cool. Mathieu, partie remise la semaine prochaine. Merci infiniment. C'était super cool. On est privilégié de t'avoir et de te côtoyer au quotidien. On remet ça pour un prochain épisode. Mais moi aussi, j'apprends. J'apprends beaucoup avec vous. Et c'est ce que tous les courtiers m'ont dit. Ils m'ont dit, vous êtes des rockstars et on apprend tous les jours avec vous. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais voir si j'apprends. Puis, ouais, j'apprends. C'est cool. Fait qu'en fin de semaine, va chez Addison. On va faire le tour. Mais d'habitude, tu te donnes, quand ça fait 5 ans, je pense que tu leur donnes... Et à Canadian Tire, je dis toujours, va voir le service à la clientèle, là. Le service à la clientèle, Canadian Tire, hier, c'était vraiment... Le gars est en tabarnak. Moi, je dis, puis moi, je suis un pince sans rire, tu sais. Genre, je vais à la caisse, après, j'ai 1 gallon de peinture puis du propane. J'ai la caissière, savez-vous qu'est-ce que ça fait si on mélange ça ensemble? Elle dit non, je dis moi non plus. Voilà. Cool. All right. Merci Mathieu. Merci à vous.